Merci beaucoup à Francis de son invitation, cette introduction très généreuse. Je suis très content de pouvoir participer à ce cycle de philosophie du droit. Et effectivement, mon intervention va plutôt s'inscrire dans la deuxième grande tendance que vient d'évoquer Francis, celle de la réflexion normative mobilisant à la fois l'étude du droit et les outils qui ne sont pas propres à la seule philosophie du droit d'analyse conceptuelle qu'on utilise généralement en philosophie normative, avec l'espoir toutefois que le travail sur un enjeu spécifique localisé de ce type nous apprend aussi quelque chose de la façon dont nous pouvons en général conceptualiser le droit ou les grandes entités juridiques que sont les lois, les interdictions, les sanctions, les droits. Ici, en l'occurrence, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les questions contemporaines, au sens large, liées à ce qu'on appelle désormais les discours de haine, méritent d'être interrogées par la philosophie du droit, c'est que cela nous apprend quelque chose de la manière dont on peut concevoir le droit particulier, fondamental, jugé souvent le plus fondamental, à la liberté d'expression, et à travers le cas paradigmatique de la liberté d'expression, que cela nous apprend quelque chose sur la manière dont on peut approcher ce que c'est qu'un droit individuel, qu'un droit subjectif dit fondamental. Alors, lorsqu'un enseignant diffuse, par écrit ou par oral, des propos antisémites au sein de son établissement, ou lorsqu'un ministre de la République française affirme, lors d'une réunion politique publique ou semi-publique, que lorsqu'il y a un arabe, ça va, mais quand il y en a plusieurs, il y a des problèmes, lorsqu'une autre ministre de la République, de peau noire, se voit représentée publiquement sous les traits d'un singe, se balançant dans les arbres ou mangeant une banane, lorsque des groupuscules néo-nazis défilent dans les rues d'un quartier peuplé très largement de résidents juifs, en brandissant des insignes néo-nazis, lorsque des manifestants contre le mariage homosexuel, par exemple, crient dans les rues de Paris « les homos au bûcher », ou lorsque les propriétaires de commerce disposent, sur différents continents, des panneaux à l'entrée de leur commerce disant « les chiens et les juifs ne sont pas les bienvenus ici », lorsque des particuliers pendent à leur balcon des posters, des affiches, des tentures représentant des symboles islamiques et indiquant « les musulmans dehors », que doit faire le droit? Doit-il punir ou doit-il tolérer? Alors évidemment, tous les actes que je viens de lister, à titre d'exemple, sont extrêmement différents. Ce sont des actes expressifs, certes, mais ils prennent des formes variées, ils passent par des supports variés, et ils visent clairement des groupes différents. Des groupes qui ne sont pas toujours identifiés avec le même type de critères. Ethniques ici, religieux là, par exemple, ou liés à l'orientation sexuelle. Tous ces actes, néanmoins, tendent de plus en plus fréquemment à être regroupés au sein d'une même catégorie assez générale, souvent assez vague, dont les contours sont souvent assez vagues, la catégorie du discours de haine, ou des discours de haine. Alors c'est un terme qui en fait est issu du contexte anglophone, et en particulier américain, hate speech, mais qui s'est peu à peu imposé depuis une vingtaine d'années, à la fois dans la littérature internationale sur le droit, dans les débats entre philosophes du droit, entre sociologues du droit, entre historiens du droit, et aussi dans les textes juridiques eux-mêmes, en particulier au sein du droit international. Dès 1997, par exemple, le Conseil de l'Europe a jugé nécessaire d'émettre une recommandation sur le bon emploi du terme discours de haine, proposant donc d'en arrêter de manière officielle la définition. Alors de fait, ce qui est commun, à minima, à l'ensemble de ces actes expressifs, malgré leur diversité, c'est qu'ils soulèvent un même dilemme, particulièrement redoutable, pour des régimes qui se pensent eux-mêmes comme démocratiques et qui adhèrent donc notamment à deux principes. D'un côté, d'une part, le principe du droit individuel à la liberté d'expression. D'autre part, le principe de l'égalité de statut des citoyens. D'un côté, donc, parce que la liberté d'expression est pensée comme un droit fondamental, et souvent comme le plus fondamental des droits fondamentaux, celui sans lequel les autres ne sauraient exister. Parce que la liberté d'expression est pensée comme un droit fondamental, l'interdiction des discours racistes ou homophobes ou antisémites ou même sexistes peut apparaître comme une forme de censure injustifiable et inacceptable. Ces discours sont peut-être déplaisants, ignobles, immoraux, mais le droit n'a pas à les punir et il n'a pas à s'ériger en juge de ce qui est, déplaisant ou non, ignoble ou non, immoral ou non.
de l'autre côté, du côté du second principe, parce que l'égalité de statut politique des citoyens est aussi reconnue dans ces régimes comme constitutive de la démocratie, le refus d'intervenir pour limiter la propagation des discours de haine peut à l'inverse apparaître comme une démission de la part de l'État. En refusant de légiférer en matière d'expression publique incitant à la haine, l'État se rend, par sa passivité, complice de la stigmatisation ou de la discrimination de certains citoyens regroupés parce qu'on leur assigne une identité raciale ou ethnique ou sexuelle ou religieuse. L'interdiction des discours de haine, dans cette seconde perspective, restreint évidemment la liberté d'expression, mais cette restriction protège les citoyens contre certains abus du droit à la libre expression, comme le font déjà d'autres dispositions juridiques qui visent par exemple les injures ou la diffamation. Les insultes ou la diffamation. Alors, pour savoir ce que le droit devrait faire face à ce type d'acte expressif, on doit partir sans doute de ce que le droit fait, des dispositions juridiques qui existent dans de nombreux pays à propos de ce type d'acte expressif. La première difficulté, évidemment, empirique, c'est la très très grande variété des dispositions juridiques en vigueur. D'un pays à l'autre, on trouve un éventail d'arsenal juridiques extrêmement large. Et aux deux extrémités de cet arsenal, on a l'habitude de placer, de manière relativement convaincante, le droit américain d'un côté et le droit français de l'autre. La posture permissive est ainsi souvent associée, se trouve incarnée, par la doctrine actuelle, relativement récente, de la Cour suprême américaine. Elle écarte toute restriction légale des discours de haine. Ces restrictions se voient alors assimilées à une forme de censure qui est particulièrement critiquée au nom du fait qu'elle est incompatible avec la possibilité d'un débat public entre égaux. En pénalisant l'expression de certaines opinions, on rendrait impossible la tenue de ce qui est supposé être au fondement de la légitimité démocratique, un débat public où tous les participants occupent un statut égal en tant que locuteurs. De l'autre côté, on trouve la posture prohibitionniste, exprimée ou manifestée de manière paradigmatique par le droit français, qui punit parfois très sévèrement les discours de haine par des amendes et même en France par des peines de prison. Tout le monde a entendu parler du cas de cette ex-candidate locale du Front National, condamnée lors d'un premier jugement à 9 mois de prison ferme, pour avoir comparé le ministre de la Justice à un singe. Les discours de haine, dans ce second cadre juridique, sont perçus comme constituant un abus du droit à la libre expression, un abus qui est d'autant plus critiquable qu'il est conçu cette fois comme venant corrompre, dénaturer le débat public entre égaux. Bien. Alors évidemment, ces deux postures sont relativement exceptionnelles. C'est le cas en particulier de la doctrine actuelle de la Cour suprême américaine, car la plupart des pays d'Europe et la plupart des démocraties dotées d'institutions analogues ou comparables, du Canada à l'Australie, en passant par l'Inde, par l'Afrique du Sud, par la Nouvelle-Zélande, par Israël, la plupart des démocraties se sont dotées de certaines règles juridiques venant punir au moins certains types de discours de haine. Généralement, la première catégorie qui se trouve à minima sanctionnée, c'est le discours raciste. De l'autre côté, la position française, quoique moins exceptionnelle, est aussi singulière, car la France se trouve systématiquement en pointe, si l'on peut dire, dans la proposition et le développement de dispositions juridiques visant à sanctionner les discours de haine et à une conception relativement étendue des discours de haine, les associant assez souvent, alors ce n'est pas le cas évidemment ni de tous les juristes ni de tous les commentateurs, mais en France, la sanction visant les discours de haine est souvent associée à la sanction visant les discours négationnistes, du moins dans le cas des discours négationnistes ou révisionnistes à propos de la Shoah. Bien. Alors, évidemment, cette divergence, cet écart abyssal des traditions juridiques rend difficile un effort pour répondre à la question normative de ce que devrait faire le droit face au discours de haine, qui soit enraciné dans une compréhension fine de ce que fait le droit d'ores et déjà. Mais en plus, cet écart soulève un problème proprement politique, un problème pratique d'ordre politique,
redoutable parce que c'est un obstacle considérable à l'élaboration d'un droit international relativement harmonisé en la matière. Or, le processus partiel, fragmentaire, peut être voué à ne jamais se développer plus avant, mais le processus de constitution, d'élaboration de normes internationales pour ce qui est de la réglementation de l'expression publique, ce processus est déjà initié. Le problème, donc, apparaît par exemple lorsque un tribunal français, saisi par une association française, ordonne à Yahoo, société domiciliée aux États-Unis, de rendre impossible, au moins en France, l'accès à certains sites antisémites que Yahoo se trouve héberger. Mais que le juge américain, qui on demande prendre le relais, refuse de reconnaître la validité du jugement du tribunal français sur le sol américain, car ce jugement est incompatible, déclare-t-il, avec la compréhension que le premier amendement de la Constitution américaine formule de la liberté d'expression. Ce problème de divergence des traditions juridiques, il apparaît d'une autre manière lorsque des traités internationaux tentent de proposer des normes harmonisées pour l'ensemble des pays, acceptant de le signer. L'exemple le plus frappant, c'est celui du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dont l'article 20, alinéa 1, c'est notamment sur l'exemplier qui a été distribué. Donc, pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dont l'article 20, alinéa 2, prévoit que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Alors, il y a presque 170 pays qui sont signataires de ce traité, mais cet alinéa, comme bien d'autres dans le traité, a en réalité suscité toute une série de clauses de réserve. Les États-Unis sont signataires du pacte de 1966, mais ont émis une clause de réserve spécifiant qu'ils ne sont pas tenus par l'alinéa 2 de l'article 20, puisqu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils adoptent des dispositions légales contraires au premier amendement de la Constitution américaine. Par parenthèse, la France a émis une clause de réserve à propos de l'alinéa 1 du même article qui interdit toute propagande en faveur de la guerre. Mais c'est une autre question. Alors, bon, donc on a un problème du point de vue de l'effort que peut faire la philosophie du droit pour répondre à une question normative, en partant d'abord d'une compréhension de ce qu'est le droit, auquel se double une difficulté politique d'ordre pratique relative à l'élaboration d'un droit international en matière de réglementation de la liberté d'expression. Et ces deux difficultés se doublent d'un troisième problème d'ordre méthodologique qui concerne la manière dont on doit tenir compte des différences de contextes nationaux lorsque l'on mène une enquête en philosophie du droit sur les discours de haine. Pour le dire peut-être plus simplement, la réflexion normative qu'appelle la question « le droit doit-il interdire les discours de haine ?» La réflexion normative qu'appelle cette question peut-elle ou doit-elle tenir compte des différences de tradition juridique, mais aussi des différences de circonstances sociales, historiques, entre les États auxquels cette question peut être appliquée. Les différences de tradition juridique, de circonstances historiques, doivent évidemment être mobilisées lorsque l'on essaye positivement de comprendre l'état juridique de chaque pays, lorsque l'on essaye de rendre compte notamment de la spécificité et donc des différences de chaque cadre juridique. Mais ces mêmes différences contextuelles doivent-elles également intervenir lorsque l'on se soucie de justifier les dispositifs juridiques en vigueur et lorsque, éventuellement, on se soucie de justifier l'adoption de dispositifs différenciés dans des contextes différenciés. Est-il légitime de supposer qu'à la question « le droit doit-il interdire les discours de haine ?» il faut apporter des réponses distinctes selon qu'on se situe aux États-Unis ou en France, mais aussi en Inde ou au Rwanda. Alors, le danger, évidemment, très souvent souligné en philosophie, mais aussi dans les discussions internationales liées au processus d'élaboration de normes en la matière, le danger très souvent souligné,
c'est celui d'une forme de relativisme qui serait complaisant. Accusation familière. S'il est vrai que la démocratie exige que des règles invariables viennent protéger la liberté d'expression en matière de discours de haine, ou s'il est vrai, à l'inverse, s'il est vrai que le régime démocratique exige que des règles invariables viennent limiter la liberté d'expression en matière de discours de haine. L'invocation de particularités locales risque de venir excuser des violations ou des abus de droit. Face au spectre du danger relativiste, la réponse absolutiste consiste alors à vouloir tirer d'une compréhension générale de ce qu'est le droit à la libre expression des réponses uniformes supposées valoir quel que soit le contexte, et quelles que soient les circonstances, ne tolérant donc aucune exception. Alors, je respecterai la règle des lundis de la philosophie qui est de ne pas citer de nom d'auteur, mais on trouve de très nombreux exemples dans cette démarche dans les débats contemporains en philosophie du droit, notamment dans la littérature de langue anglaise. Alors, bien sûr, le plus souvent, la démarche absolutiste vient soutenir la position permissive. C'est-à-dire que l'idée que la liberté d'expression est à concevoir comme un principe absolu se trouve invoquée pour conforter la thèse selon laquelle des restrictions visant les discours de haine sont incompatibles avec le débat démocratique. Mais en fait, on trouve aussi, et ce n'est pas rare, une défense absolutiste de la prohibition des discours de haine qui n'est pas moins intransigeante. Elle propose donc, à l'inverse de la première, de mettre en œuvre certaines restrictions légales de façon systématique et uniforme, sans prendre en compte les différences de contexte. On trouve par exemple, alors ça ne concerne pas les discours de haine, ça concerne les discours négationnistes que je m'emploierai à séparer des discours de haine tout à l'heure, mais on trouve notamment en France des thèses affirmant que tout discours niant un génocide ou faisant œuvre de négationnisme, voire de révisionnisme, à propos d'un génocide quel qu'il soit, doit être puni. Bon, donc dans les deux cas, dans les deux démarches absolutistes, permissives ou prohibitionnistes, il me semble que le principe même de l'aveuglement aux différences contextuelles est une erreur. Ce sera la principale thèse que je vais défendre ce soir, celle d'une défaillance de l'approche absolutiste du droit à la liberté d'expression. Je vais surtout explorer le versant permissif, l'idée que la liberté d'expression ne doit jamais être restreinte, quelles que soient les circonstances, au nom de la lutte contre les discours de haine. Mais on aura l'occasion, à la fin de l'exposé, si je ne suis pas trop en retard, d'évoquer aussi l'autre versant de l'absolutisme prohibitionnisme. Bon, alors je vais procéder en plusieurs temps que je vais simplement annoncer brièvement ici. Pour commencer, en guise de préliminaire, je vais essayer de préciser ce qu'il faut entendre par absolutisme ici, et ce en quoi consiste la défense absolutiste de la liberté d'expression invoquée pour rejeter l'interdiction des discours de haine. Je vais détailler ça dans un instant. Après ce travail préliminaire, qui est destiné en gros à clarifier ce qui constitue dans cet exposé l'ennemi théorique visé, j'essaierai de dégager une première définition opératoire de cette catégorie discours de haine en partant d'un examen comparatif des principales dispositions juridiques nationales et internationales en la matière. Ensuite, troisièmement, à partir de cette définition, je vais considérer et je vais critiquer les principales justifications qui sont avancées pour interdire les discours de haine. Justifications qui invoquent généralement l'ordre public, parfois à travers la médiation du respect de la dignité humaine, ou qui invoquent la prévention des crimes de haine qui seraient associés ou provoqués par les discours de haine. Alors, la critique de ces deux justifications, qui me paraissent les plus saillantes, les plus influentes, va me conduire, quatrième temps, à proposer, à identifier un fondement alternatif permettant, dans certaines circonstances, de justifier qu'on interdise et qu'on sanctionne les discours racistes ou homophobes ou antisémites, etc. Ce fondement, que j'exposerai tout à l'heure, a trait avec l'exigence de voir le droit
à la liberté d'expression revêtir une valeur équitable pour tous, avec l'exigence de créer les conditions pour que l'égalité face à la liberté d'expression ne soit pas simplement une égalité formelle. Pour finir, dans une dernière étape conclusive, j'essaierai de montrer comment la mise en œuvre d'interdictions juridiques qui visent les discours de haine, donc la mise en œuvre d'interdictions des discours racistes, homophobes, etc., au nom de ce fondement alternatif que j'aurais détaillé, j'essaierai de montrer comment la mise en œuvre de ces interdictions exige un effort constant d'évaluation et d'adaptation des circonstances, un effort d'attention au concept, au contexte, qui invalide la démarche absolutiste, qu'elle soit du côté permissif ou du côté prohibitionniste. Je vais revenir sur chacun de ces points en détail. Bon, pour résumer très simplement la position que je vais défendre, qui est extrêmement modeste, et qui n'a pas vocation à permettre de trancher chaque cas particulier que l'actualité a mis sous nos yeux, ou l'histoire a mis sous nos yeux. Donc pour résumer simplement la position que je vais défendre, il me semble qu'il y a un fondement possible, relativement convaincant, pour justifier des restrictions à la liberté d'expression en matière de discours de haine, pour justifier des mesures qui visent à sanctionner les discours, par exemple, racistes ou homophobes. Mais que les conditions de mise en œuvre de telles dispositions rendent leur application extrêmement difficile, extrêmement délicate et souvent très dangereuse. C'est ce qui fait que l'absolutisme-prohibitionnisme est malvenu. L'idée qu'il faut toujours interdire ce même type de discours, que je vais préciser, est malvenue. De l'autre côté, deuxième versant de la thèse, parce que ce fondement alternatif est convaincant, on ne peut pas simplement exclure par principe, au nom du danger qu'il y a à interdire certains types de discours de haine, on ne peut pas exclure par principe toute restriction juridique. C'est ce qui fait que l'absolutisme permissif, l'idée qu'il ne faut jamais interdire ni sanctionner les discours de haine, est également malvenue. Bon, alors, premier temps, analyse préliminaire, sur la liberté d'expression et ce qu'on peut appeler la défense permissive, absolutiste de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression est un droit absolu, il ne faut jamais le restreindre. Alors, on a tendance, en tout cas dans le discours commun, à construire ainsi l'opposition. Il y aurait d'un côté les approches restrictives, prohibitionnistes, et il y aurait de l'autre côté l'idée que non, la liberté d'expression n'est pas comme les autres droits. D'abord, c'est un droit fondamental, ensuite, c'est un droit plus fondamental que les autres, donc elle doit être protégée de façon absolue. Ce qui veut dire concrètement qu'elle ne doit jamais être mise en balance avec d'autres droits ou avec d'autres intérêts sociaux. Et on va parfois chercher l'illustration de cette opposition dans les textes des déclarations des droits produits par les deux révolutions du XVIIIe siècle, française et américaine. En France, c'est sur l'exemplier que vous avez, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la valeur constitutionnelle est reconnue depuis 1971, énonce que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le premier amendement de la Constitution américaine, 1791, établit pour sa part, je cite encore, que le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de parole ou la liberté de la presse. Bon, de manière manifeste, les deux textes accordent une place privilégiée à cette liberté, mais l'écart entre les deux est frappant. Tandis que le premier confie explicitement au législateur la tâche de définir ce qui constitue un abus en la matière, le second nie au législateur fédéral tout pouvoir de définir ainsi des usages abusifs. Si la liberté d'expression ici est un bien précieux, mais dont l'usage est réglementé par la loi, elle apparaît là, ou elle a pu apparaître là, comme un droit absolu. C'est ce qu'écrit notamment un juge de la Cour suprême, le juge Hugo Black, dans un avis rendu en 1959, lorsqu'il écrit, pour justifier la thèse selon laquelle ce droit est absolu, « J'interprète aucune loi », dans le texte du premier amendement, « j'interprète aucune loi comme signifiant aucune loi ». Bon, lecture convaincante si on s'en tient à la lettre, mais qui de toute évidence peut nous apparaître superficielle. Tout d'abord parce que le premier amendement de la Constitution américaine ne vise que le pouvoir du législateur fédéral. Elle ne nous dit rien
sur le pouvoir des législateurs étatiques, sur ce que font les législatures des différents États, si sur ce point le droit constitutionnel a évolué, et elle ne nous dit pas grand-chose sur le pouvoir de réglementation dont disposent les acteurs privés. Les propriétaires de commerce, par exemple. En pratique, en outre, la Cour suprême des États-Unis a été amenée à de nombreuses reprises à reconnaître que le caractère supposément absolu de la liberté d'expression ne s'entend que dans certaines limites qui, il va sans dire, ne relèvent plus de la liberté d'expression. Je cite un autre avis de la Cour suprême, Chaplinsky contre New Hampshire en 1942. « Il a toujours été entendu que la liberté d'expression ne donne pas un droit absolu, en tout temps et toutes circonstances. Il existe un certain nombre de catégories d'expression, bien définies, délimitées, dont personne n'a jamais pensé que leur prévention et leur répression puissent soulever une difficulté constitutionnelle quelconque. Ces catégories d'expression comprennent les propos diffamatoires ou les propos provoquant la violence, fighting words. » Donc ce qu'écrit la Cour suprême américaine, c'est qu'il est bien entendu que le premier amendement de la Constitution américaine protège l'ensemble des actes expressifs, mais ne protège pas cette autre catégorie d'actes qui ne relèvent pas simplement de l'expression, les actes diffamatoires et les actes provoquant la violence. Autrement dit, ces actes, ce ne sont pas que des actes expressifs, ce sont aussi des actes qui font autre chose, et en tant qu'ils font autre chose, ils ne sont évidemment pas protégés, même si ce n'est pas spécifié dans le premier amendement, par le premier amendement. Bon. Alors, il y a malgré tout une claire différence de formulation entre les deux textes, même si on n'a pas simplement une permissivité absolue d'un côté et une prohibition tolérée de l'autre. Dans le texte français, la liberté d'expression, clairement, est définie négativement. Et sa délimitation, son extension, est définie par la détermination que propose le législateur, à chaque moment, à chaque période, des abus condamnés par la loi. Donc, les bornes législatives à la liberté d'expression sont intégrées, l'existence de ces bornes sont intégrées à la définition de la liberté d'expression. Le pouvoir du législateur de mettre des bornes à l'extension de la liberté d'expression fait partie de sa définition. Dans le second cas, dans le cas du texte américain, et dans la pratique donc, les limites de la liberté d'expression ne rentrent pas explicitement dans sa définition. Il est plutôt postulé ou présupposé que la liberté d'expression est absolue, mais elle est absolue dans un champ qui est préalablement délimité, qui n'inclut pas la diffamation ou la menace ou l'initiation de la violence. Et si donc, dans les limites du champ qui lui est propre, elle est bien absolue et ne saurait être mise en balance avec aucun autre intérêt social ou avec aucun autre droit, à l'extérieur de ce champ, certains actes qui passent par l'expression ne sont pas protégés. Bon, alors la différence peut paraître assez ténue, évidemment, puisque les deux régimes et l'ensemble des régimes démocratiques sont confrontés au même problème. Concilier d'un côté la présomption d'une protection nécessaire, privilégiée, de l'expression publique, de l'autre côté, promouvoir d'autres intérêts sociaux, d'autres droits individuels qui peuvent être menacés par certains usages de la libre expression. Mais face à ce même problème, les deux formulations distinctes me paraissent pointer vers deux stratégies différentes pour chercher à concilier ces deux objectifs. Première stratégie, bon, et je les tire de ces deux textes, ça ne veut pas dire que la pratique extrêmement variable, ni du droit français ni du droit américain, n'est resté dans ses sillons depuis le siècle et demi, évidemment. Néanmoins, la première stratégie consiste à définir la liberté d'expression comme un droit essentiel, doté d'une présomption de priorité, mais qui pourra toujours être mis en balance avec d'autres intérêts sociaux ou avec d'autres droits, et donc céder face à ces autres intérêts sociaux ou ces autres droits, lorsqu'il s'avère que leur importance supérieure aura été établie. L'autre stratégie consiste à supposer qu'on peut, une fois pour toutes, fixer les bornes, délimiter l'extension de la liberté d'expression, et, une fois ce périmètre déterminé, affirmer son caractère absolu. Refuser donc le principe de la mise en balance ultérieure. Si la diffamation ou la menace directe sont sanctionnables, c'est parce que ce ne sont pas des actes simplement expressifs relevant de cette liberté. Okay.
Alors, de manière assez intéressante, l'un des principaux textes internationaux en la matière, établi bien sûr près de 2 siècles plus tard, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne tranche pas entre ces deux approches. Et cette indétermination est manifeste dans la formulation même du droit à la libre expression que propose la Convention de 1950, dont vous avez le texte. En gros, les deux versants du dilemme sont chacun renvoyés à un alinéa différent, sans que l'articulation de ces deux alinéas ne soit précisée. Premier alinéa, premier paragraphe. Toute personne a le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Premier élément donc. Toute personne a droit à la liberté d'expression, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Formulation extrêmement forte, qui est symétriquement inverse par rapport à celle de la Déclaration de 1789. Second paragraphe. Le second paragraphe dispose que cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, ce qui implique notamment qu'il peut être soumis, je cite, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Donc on a à la fois une affirmation, premièrement, radicale de ce que signifie la liberté d'expression, puis une liste extrêmement vaste, longue et hétéroclite de motifs pouvant être invoqués pour la limiter en pratique. Et on peut comprendre ici soit que la définition de la liberté d'expression, c'est le premier paragraphe qui doit être mis en balance avec les éléments listés dans le second, soit que la définition de la liberté d'expression, notre compréhension du principe de la du droit à la libre expression, est formée par l'ensemble de ces deux paragraphes, par l'entièreté de l'article 1. Bon. Bien, alors, tout ce travail préliminaire vise essentiellement à nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la défense permissive, la position permissive absolutiste en matière de discours de haine. Ce que j'appelle la position permissive absolutiste ne dit pas que la liberté d'expression est sans limite. Elle dit que la liberté d'expression connaît des limites, qu'au sein de ces limites, elle est absolue, et que donc les discours de haine, comme par exemple les discours pornographiques, parce qu'ils ne relèvent pas des limites qui ont été préalablement définies, parce qu'ils ne sont pas analogues à la diffamation ou à la menace, ne sauraient être interdits, quelles que soient les circonstances. Et de fait, la jurisprudence actuelle de la Cour suprême américaine affirme que le premier amendement protège les actes expressifs, mais non les actes violents ou provoquant immédiatement la violence. Cela signifie concrètement que les membres du Ku Klux Klan ont le droit de se réunir pour brûler des croix en public ou pour défiler en chantant des chants empruntés au Troisième Reich dans un quartier dont la population est essentiellement juive, mais que par contre, ils n'ont pas le droit de venir brûler une croix directement sur la pelouse de la maison appartenant à une famille noire récemment arrivée dans un quartier essentiellement blanc, parce que alors on est au-delà de la simple expression, on est au-delà de l'expression du désir général de chasser les Noirs d'Amérique, on est dans la menace concrète, directe, à des individus particuliers déterminés. C'est seulement donc lorsque les actes expressifs visent immédiatement des personnes déterminées qu'ils peuvent être sanctionnés en tant qu'ils ne sont plus des actes expressifs ou plus seulement. D'accord. Bon, donc très clairement, ce qui fonde le clivage entre la voie permissive et la voie prohibitionniste, ce n'est pas seulement la tension entre une vision dynamique de la liberté d'expression, on pourrait créer de nouvelles restrictions, et une vision statique. Les restrictions pertinentes ont toutes déjà été arrêtées. Ce qui fait jouer cette opposition entre deux manières de concevoir l'évolution du droit à la libre expression, c'est un désaccord sur ce que sont les discours de haine, sur ce qu'on entend par discours de haine. C'est un désaccord sur le fait de savoir si les discours de haine sont analogues aux actes de diffamation ou aux actes de menace parce qu'ils créent du tort, ou s'ils sont analogues simplement aux discours exprimant des opinions pertinentes pour le débat public, même si déplaisantes, ignobles ou immorales. Il faut donc éclaircir, deuxième temps, ce qu'on peut entendre par discours de haine, en essayant de partir des dispositions juridiques. Bon, alors, de toute évidence, l'expression est, à mon sens au moins,
tout à fait malheureuse. D'abord parce que derrière les discours de haine, il n'y a pas que des discours. Il y a des images, il y a des cris, il y a des gestes, il y a des manifestations qui dépassent la forme strictement discursive. Ensuite, parce que le terme de haine est ici, comme souvent, à bien des égards ambigu. Que signifie haine lorsqu'on parle de discours de haine pour désigner les différents actes que j'ai énumérés au début de cette présentation? Si la haine est ce sentiment violent qui nous fait éprouver de l'aversion pour quelqu'un, il n'est pas clair qu'on puisse ou qu'on doive vouloir interdire ou sanctionner la haine. La haine, en ce sens général, est une passion sociale, et comme toutes les passions sociales, elle peut sans doute avoir des vertus, des effets positifs. Est-ce qu'il faut vraiment sanctionner Walt Whitman quand il écrit dans Leaves of Grass qu'il faut haïr le tyran? Est-ce qu'il faut désapprouver Sganarelle chez Molière quand il nous dit qu'il hait d'une haine vive les esprits colériques? Est-ce qu'il faut reprocher à Charles Péguy de recommander de nourrir quelque haine pour éviter de se laisser avilir par la tolérance systématique? Alors, on nous dira peut-être qu'il faut distinguer entre les types de haine. Il y a sans doute la haine véritable, qui serait peut-être sanctionnable par le droit, de ces sentiments qui, eux, ne seraient pas violents, ou qui seraient moins violents, qui seraient moins profonds. Mais comment les dissocier? Comment faire la part de la haine supposée punissable et de la réprobation, de la consternation, du dégoût, de l'indignation, puisqu'il faut s'indigner? Alors l'expression discours de haine, en outre, est également trompeuse en ce qu'elle ne détermine pas le propriétaire de la haine dont il est question, le titulaire de la haine évoquée. Ce terme peut laisser entendre que lorsque le droit punit les discours de haine, il se soucie de corriger la passion haineuse chez l'auteur de l'acte expressif. Et de ce point de vue, la proximité terminologique entre les crimes de haine, hate crimes, et les discours de haine, hate speech, pourrait nous faire penser que dans le cas des discours de haine, comme dans le cas des crimes de haine, c'est bien la motivation de l'auteur qui importe. C'est assez clair dans le cas des crimes de haine. C'est notamment clair en droit français. Bien sûr, le droit français n'utilise pas le concept de crime de haine. Mais les commentateurs utilisent souvent cette catégorie pour renvoyer à certaines dispositions du droit français qui semblent s'y prêter. Par exemple, article 132-76 du Code pénal, que vous avez dans l'exemplier, le Code pénal français reconnaît des circonstances aggravantes lorsqu'une infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. A l'inverse, dans la caractérisation du discours de haine, ce sont en réalité les attitudes qu'il pourrait induire chez ses auditeurs, chez ses destinataires, chez son public, qui importent avant tout. C'est très clair si on compare les différentes formulations proposées par les droits nationaux. Le droit canadien parle d'incitation à la haine. Le droit français parle de provocation à la haine. Plusieurs des textes internationaux dont j'ai parlé parlent de provocation à la haine. En fait, si on compare de façon un peu systématique les principales dispositions nationales et internationales, ou les plus influentes, le principal est un peu ambigu, on peut voir au moins deux traits communs. Premièrement, donc deux traits communs dans la compréhension qu'ils ont de ce que sont les discours de haine sanctionnés. Premièrement, les groupes visés sont toujours visés à partir d'un nombre restreint de critères d'identité. La race, ou l'origine ethnique dans certains contextes, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou le handicap physique. Deuxièmement, les discours supposés appelés à la haine à l'égard de ces groupes sont presque toujours conçus comme des discours provoquant à deux types d'attitudes, la violence ou la discrimination. C'est très clair dans la formulation du pacte de 66 que je vous ai lu tout à l'heure. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sera puni par la loi. Il faut que l'acte d'appel à la haine, d'incitation à la haine, constitue une incitation aussi à la violence ou à la discrimination pour être sanctionnable. Même chose dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 69. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue des incitations à la violence font l'objet des dispositions citées. De la même manière,
la proposition de définition officielle du terme discours de haine proposée par le Conseil de l'Europe en 1997, que j'ai dû, je pense, aussi mettre dans l'exemplier, insiste, de manière beaucoup plus généreuse et donc beaucoup plus vague, le terme discours de haine doit être compris comme couvrant toute forme d'expression qui propage, incite à, promeuve ou justifie la haine raciale et la xénophobie, l'antisémitisme ou toute autre sorte de haine fondée sur l'intolérance. Donc, là, on a un niveau d'indétermination très important. Bon. Alors ça, c'est pour les principaux textes internationaux. Qu'en est-il en droit français? Plusieurs articles de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, donc révisés plusieurs fois, notamment en 2004, sont... 14. 2004 aussi. J'ai écrit 2014. Ah, c'est 2004. Donc, pour rectifier, c'est 2004. Le texte a tort, comme souvent. Plusieurs des articles de cette loi sont, et peuvent être, à juste titre, identifiés comme relevant de cette catégorie générale de dispositifs visant les discours de haine. L'article 24, principalement, sanctionne ainsi la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. Donc là, on a les trois ensemble, discrimination et violence, mais aussi haine, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, nation, race, religion déterminée, mais aussi un peu plus loin, sexe, orientation sexuelle et handicap. Bon, alors, la proximité de ces formulations, de la formulation française et des formulations internationales est assez nette. Elle n'est évidemment pas entièrement liée au hasard, mais clairement, ces formulations ne se recoupent pas exactement. Le droit français met, comme je viens de le signaler en lisant le texte, la provocation à une émotion, ce qui est déjà une idée un petit peu difficile à saisir, provocation à la haine, sur le même plan que la provocation à des comportements, ou l'incitation à certains comportements. Comportements violents, comportements discriminatoires. De ce point de vue, la formulation, si on cherche à unifier ces différentes approches, peut paraître plus confuse, ou en tout cas moins nette dans son contour, que celle proposée par le pacte de 66 ou par la Convention américaine de 69, qui, eux, définissent l'appel à la haine, ou plutôt l'appel à la haine sanctionnable, par le fait qu'il incite ses destinataires à adopter un comportement violent ou discriminatoire à l'égard du groupe visé. Autrement dit, on n'est pas simplement en train de proposer la sanction de l'expression d'une émotion, ni de proposer la sanction de l'acte consistant à tenter de susciter une émotion. On est en train de provoquer une incitation à agir d'une certaine manière, qui passe par le biais d'un sentiment de haine. Mais dans les deux formulations que je vous ai citées donc au début, celle de 66 et celle de 69, des deux textes internationaux, ce qui est sanctionnable, c'est l'appel à la haine en tant qu'il incite à agir. Bon. Alors, on pourrait un peu s'étonner de l'analyse que je suis en train de proposer. On pourrait souligner que dans la même loi de 1881, consolidée en 2004, il y a d'autres dispositions qui semblent relever aussi de ce qu'on appelle le discours de haine, et qui le rapproche du crime de haine. Donc, rapprochement que j'ai écarté tout à l'heure. Pour le dire simplement, la loi sur la liberté de la presse punit plus sévèrement l'injure, plus sévèrement la diffamation, lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une race, etc. Autrement dit, on a ici des circonstances aggravantes dont la formulation est extrêmement proche des circonstances aggravantes de l'article du Code pénal que j'ai cité tout à l'heure, et qui nous renvoie plutôt à la catégorie du crime de haine. Pour le dire encore autrement, on pourrait penser que dans les circonstances aggravantes que revêt, par exemple, la diffamation, quand c'est une diffamation motivée par des considérations raciales ou sexuelles ou religieuses, dans ces circonstances aggravantes, on pourrait voir la manifestation d'un souci de sanctionner les motivations de l'auteur de l'acte, de sanctionner les motivations de celui qui, en produisant un acte expressif, diffame. Bon, mais en fait, rien ne nous oblige ici, rien n'indique ici qu'il faille lire les circonstances aggravantes présentées dans ces articles, donc dans l'article 32 et 33 de la loi de 1881, de la même manière qu'on peut les lire dans le cas de l'article du Code pénal dont je vous ai parlé tout à l'heure.
précisément parce qu'il y a une différence radicale. La diffamation, par exemple, reste un acte expressif. Et en tant qu'acte expressif, elle engage non seulement une intention de la part de son auteur, mais des effets possibles et des effets visés de la part des destinataires. Donc si les discours de haine ne peuvent pas, c'est vrai, être réduits seulement au discours que le droit français définit comme provoquant à la haine, si le discours de haine, si on veut que la catégorie soit cohérente, doit aussi inclure ces formes spécifiques d'injure ou de diffamation sanctionnées dans les articles 32 et 34, il faut interpréter, on devrait, je pense, par souci de cohérence, interpréter le souci manifesté par ces circonstances aggravantes, notamment dans le cas de la diffamation, non pas par un souci de sanctionner la motivation de l'acte diffamatoire, mais de prendre en compte les effets visés. En gros, en diffamant des individus ou des personnes identifiés par l'un des critères énumérés, on cherche aussi à provoquer à la haine, c'est-à-dire à inciter des comportements violents ou discriminatoires à l'égard de ces personnes. Il n'y a pas simplement le tort causé par la diffamation directement à la personne, il y a l'effet causé par le caractère public des actes expressifs qui se voient sanctionnés. Ces sanctions valent seulement sous cette forme pour les actes publics. Alors, je ne détaille pas, mais l'article 23 précise ce que signifie public ici. Bon, donc, pour conclure ce deuxième temps, on peut donner une forme de cohérence, on peut donner une définition opératoire à ce qu'est un discours de haine, dont le meilleur test est qu'elle permet de reconstruire de manière à peu près convaincante un ensemble de dispositions juridiques, dans le droit international ou dans le droit français, qui sont clairement destinées, enfin qui touchent clairement un même type d'acte, et un type d'acte qui est saisi à chaque fois de la même manière. C'est-à-dire, on peut concevoir les discours de haine comme ces actes expressifs publics qui encouragent, notamment par la diffamation, à adopter une attitude discriminatoire ou violente à l'égard d'une personne ou d'un groupe, distingué par un critère racial, ethnique, national, sexuel, d'orientation sexuelle ou de religion, et de handicap. Bon, donc ce qu'on garde en fait, c'est l'idée d'incitation à l'attitude discriminatoire ou violente, et on inclut certaines formes de diffamation et d'injure au sein de cette catégorie. Alors, bon, on peut avoir l'impression d'avancer assez lentement ici, mais en fait, on vient de dégager la catégorie discours de haine de deux autres blocs. On vient de donner une définition très simple, tirée des textes, de ce que sont les discours de haine, qui permet clairement de les dissocier de ces actes qui sont simplement des actes expressifs rendant communicables des opinions, de ces actes expressifs communiquant et rendant ensuite communicables à d'autres des opinions et appelés en tant que tels à rentrer dans le cadre du débat public général. On les a aussi dissociés, de l'autre côté, de ces actes qui, comme la menace, ou comme la provocation immédiate à un crime, ou comme la diffamation, causent immédiatement un tort à des personnes déterminées. Bon, une fois qu'on a constaté cette dissociation de deux catégories plus familières, on comprend beaucoup mieux le défi que pose le discours de haine pour le droit des régimes démocratiques. Il ne suffit pas d'invoquer les justifications libérales les plus classiques de la liberté d'expression, il ne suffit pas de les invoquer pour régler le problème. Il ne suffit pas d'invoquer, par exemple, je laisserai tout ça anonyme, le principe de non-nuisance, selon lequel seuls les actes expressifs qui nuisent à autrui sans cause justifiable pourraient être interdits. Parce que la question ici, c'est de comprendre si oui ou non les discours de haine causent du tort, sous une forme distincte de celle du tort causé directement à des personnes déterminées. De la même manière, il ne suffit pas d'invoquer le principe de la tolérance à l'égard des intolérants, selon lequel un État démocratique doit protéger les droits fondamentaux, y compris des citoyens qui souhaitent retirer aux autres citoyens leurs droits fondamentaux. Puisque la question, ici encore, n'est pas de sanctionner l'expression d'un sentiment intolérant, n'est pas de sanctionner le désir intolérant, mais de sanctionner, éventuellement,
l'incitation à des comportements violents ou discriminatoires, mais qui ne sont pas orientés vers des personnes déterminées, ce qui est tout autre chose. Bon, alors cela nous amène, troisième moment. Il me reste combien de temps ? Il te reste une dizaine de minutes. Aïe, je vais accélérer. Troisième moment, je vais sauter les cas, on pourra en parler dans la discussion. Très bien, la question donc devient, quels sont les torts causés par les discours de haine ? Les effets des discours de haine mettent-ils en péril des droits ou des intérêts sociaux qui justifieraient que l'on restreigne la liberté d'expression des individus ? Alors, l'intérêt social, peut-être le plus souvent évoqué en la matière, c'est l'ordre public. On le trouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la liste que je vous ai citée, on le trouve dans le Code pénal allemand, on le trouve dans le Code pénal canadien, on le trouve bien sûr dans une ordonnance récente du Conseil d'État, rejetant l'appel du comédien devenu provocateur antisémite Dieudonné Mbalambala, suite à l'interdiction d'une représentation de son spectacle, Le Mur, à Orléans. Alors, le problème le plus, pour aller directement au fait, le problème le plus notable de cette justification, c'est que l'objectif de maintien de l'ordre public qui est invoqué est suffisamment général, ou pour le dire plus directement, est trop indéterminé, pour permettre d'établir le caractère proportionné de la mesure prise vis-à-vis de l'objectif poursuivi. Traditionnellement, les cours sont extrêmement conservatrices dans la sanction, dans la validation de mesures destinées à préserver l'ordre public. Du moins si ces mesures supposent une restriction de la liberté d'expression. Pendant longtemps, la jurisprudence dominante du Conseil d'État a été de considérer que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception, et c'est seulement quand la restriction de la liberté d'expression est le seul moyen envisageable de prévenir des troubles éventuels à l'ordre public que l'interdiction peut être justifiée. Dans le cas du spectacle Le Mur de Dieudonné, il a fallu réinterpréter l'ordre public comme ne renvoyant pas simplement à la prévention, par exemple, de troubles, de débordements, d'actions violentes, mais comme recouvrant également le principe abstrait du respect de la dignité de la personne humaine, pour pouvoir invoquer l'ordre public et donner raison à l'ordre d'interdiction. Bon, premier problème très simple, qui a été maintes fois souligné à propos de ce cas, la simple invocation de l'ordre public, lorsqu'elle excède la prévention de débordement prévisible, ou la sanction de débordement ayant eu lieu, est tellement indéterminée qu'elle paraît se prêter aux raisonnements et aux interprétations juridiques les plus diverses et les plus contradictoires. Deuxième type de justification très influente, une autre manière de chercher à justifier l'interdiction des discours racistes ou homophobes ou antisémites, etc., n'est pas d'invoquer simplement un principe relativement impersonnel comme le maintien de l'ordre public, mais d'invoquer la défense des droits individuels des personnes qui sont directement visées par ces discours. Puisque ce qui caractérise ces discours, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est précisément qu'ils ne visent pas des personnes déterminées, un biais pour ce faire est de considérer que les discours de haine sont causalement corrélés aux crimes de haine. C'est une critique très fréquente dans le cadre américain de la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Comment pouvez-vous ériger ce mur de séparation et dire on punit les crimes racistes, homosexuels ou antisémites, mais on tolère les expressions les plus vivaces des sentiments racistes, homosexuels et antisémites? Comment faire les... Homophobe. J'ai dit quoi? Homosexuel. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment justifier de punir le lynchage commis le lendemain d'une manifestation de suprématistes blancs, mais de ne pas sanctionner la manifestation elle-même, alors qu'un lynchage a eu lieu le lendemain? Alors on comprend bien la logique de cette critique. Elle consiste à dire qu'on ne peut pas simplement couper le lien causal. On ne peut pas dire il n'y a aucune corrélation causale entre l'expression de discours incitant abstraitement à des actes violents ou discriminatoires et l'exercice réalisé d'actes violents déterminés ou discriminatoires déterminés à l'égard d'individus spécifiques. Le problème, c'est que formuler ainsi la critique, c'est prendre le problème à l'envers. Il ne suffit pas qu'on ne puisse pas complètement couper la relation causale. Pour que les sanctions soient là encore proportionnées à l'objectif poursuivi, il faut qu'on puisse établir une relation causale entre le discours incitant à la violence ou à la discrimination
vis-à-vis d'un public relativement indéterminé, et l'acte particulier touchant des personnes spécifiques. Et l'établissement de ce lien causal, on voit bien qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, puisque par définition, les actes dont je parle sont ceux qui ne visent pas des individus spécifiques. Bien. Alors on pourrait être tenté, à partir de là, de revenir à la position permissive, absolutiste, que j'ai développée, que j'ai présentée dans le premier temps de cet exposé. On pourrait dire, très bien, de toute évidence, ces actes ne causent pas de tort à des individus particuliers, ils ont peut-être des effets négatifs, mais le fait qu'ils aient de façon diffuse des effets négatifs ne suffit pas à justifier leur interdiction. Pourquoi ? Parce qu'ils participent du débat public. Je vais abuser de la patience de Francis et juste détailler en 2 secondes ce que signifie ce raisonnement, ou en tout cas l'une des manières les plus convaincantes d'expliciter ce raisonnement. Qu'est-ce qu'il y a au fondement de la position permissive absolutiste, de la position qui dit, puisque ce ne sont pas des actes provoquant la violence immédiatement vis-à-vis de personnes déterminées, puisque ce ne sont pas des actes diffamatoires, il ne faut pas les punir. Et si ce sont des actes diffamatoires, il faut seulement les punir en tant que tels, sans circonstances aggravantes. On peut résumer la formulation la plus convaincante, il me semble, que je vais critiquer, de ce raisonnement de la manière suivante. Ce qui fait la légitimité des décisions démocratiques, c'est qu'elles sont ultimement issues d'un débat public également ouvert à tous. Si l'on veut que les détenteurs d'opinions intolérantes, racistes, homophobes, antisémites acceptent les lois communes, même lorsqu'ils les désapprouvent, qu'ils acceptent des mesures destinées à assurer l'égalité des races ou l'égalité des religions, il faut au minimum leur avoir donné l'occasion d'exprimer le contenu de leurs opinions en amont. Autrement dit, le fait d'interdire l'expression du sentiment raciste s'apprête la légitimité démocratique des lois antiracistes. Alors c'est un argument qui n'est pas du tout absurde, même si là je l'ai résumé de manière un petit peu rapide, mais qui laisse l'un des éléments qu'on a mis au jour en essayant de définir le discours de haine complètement de côté. Ce qui est mis de côté dans cette défense absolue de la liberté d'expression au nom du débat public, ce qui est mis de côté, c'est la répartition inégale des discours de haine. Le fait que les discours de haine ne sont pas distribués également au sein de la société, ne visent pas également tous les groupes raciaux ou religieux, etc. En d'autres termes, c'est le fait que ce sont certaines populations minoritaires qui sont systématiquement visées par la plupart de ces discours, ce qui rend très difficile à maintenir, en réalité, la position qui nous est à tous si familière, qu'il est si tentant d'adopter, la position bravache, pseudo-voltairienne ou crypto-voltairienne, qui consiste à dire « je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire ». Il est généralement assez aisé pour le juriste, ou pour le responsable politique, ou pour le professeur de philosophie, de tenir ce discours. Car dans nos sociétés, il est encore relativement rare qu'il appartienne du moins à certaines des catégories visées. Ce n'est pas une surprise si ce discours qu'on entend souvent est rarement adressé aux personnes qui sont les premières concernées. Si on en tire les conséquences jusqu'au bout, il faut dire aux homosexuels ou aux musulmans ou aux juifs « mais soyez tolérants, vous devez vivre avec ces représentations de vous comme des animaux, de vous bestialisés, de vous comme criminels, et ainsi de suite. Vous devez vivre avec cela, sinon c'est vous les intolérants. » Bon, alors évidemment, il ne suffit pas de dire ça pour justifier d'un coup l'interdiction de discours de haine. Mais ça remet en perspective le raisonnement que je viens de reformuler. Ce raisonnement qui consiste à dire « toutes les opinions doivent être acceptées dans le débat public », car si on interdit aux racistes de s'exprimer, si on interdit à l'homophobe de s'exprimer, pourquoi devrait-il se sentir tenu par les lois communes qui résultent ultimement du débat public ? Ce qui manque dans ce raisonnement, c'est la prise en compte de la possibilité que la perdurance, la propagation dans l'environnement social de discours racistes, de discours homophobes, de discours islamophobes, met également en péril l'équité du débat public, mais cette fois-ci du point de vue des membres des groupes visés. Parce que faut-il demander aux citoyens noirs, aux citoyens homosexuels, de se sentir tenus aux lois collectivement décidées, par exemple lorsque ces lois
rejette ou ignore des dispositifs antidiscriminatoires que ces citoyens-là défendent, voudraient voir réalisés, faut-il leur demander de se sentir tenus par des lois qu'ils peuvent aussi désapprouver parce qu'ils les trouvent discriminatoires ou insuffisantes dans la lutte contre la discrimination, alors même que ces lois résultent d'un débat public qui s'est déroulé dans un environnement où leur statut social, leur statut de membre égaux de la communauté, a été systématiquement sapé, gêné, dégradé ou nié. Cette argumentation-là, ce fondement alternatif-là, est beaucoup plus résistant, je pense, que les autres qu'on a mis en valeur, pour justifier, dans certaines circonstances, l'interdiction des discours de haine. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas simplement ici en train d'opposer au principe de la liberté d'expression un autre intérêt social. On n'est pas en train de parler de la vulnérabilité accrue de ces minorités comme un bien en soi. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la répartition inégale des discours de haine fait que si formellement tout le monde a un droit égal à participer au débat public, si tout le monde a un accès égal au droit formel à la libre expression, notamment dans le cadre du débat public, ce droit formel revêt une valeur absolument inégale, inéquitable, selon qu'on appartient à un groupe qui n'est pas massivement stigmatisé dans l'environnement social, dans certains contextes, comme sous-humain, ou du moins comme inférieur aux autres, ou selon qu'on appartient à un groupe qui se trouve stigmatisé. Autrement dit, ce qui est punissable, selon cette justification alternative, qui reste à discuter, ce qui est punissable, mais qui me paraît plus solide que les autres, ce n'est pas simplement l'incitation à la violence ou à la discrimination, c'est le fait que le discours incitant à la violence ou à la discrimination vient directement saper la réputation sociale, le statut social de certains des citoyens. Et qu'en faisant cela, ces discours peuvent mettre en danger les conditions sous lesquelles les citoyens peuvent utiliser de leur droit formel à la libre expression pour participer sur un pied égal au débat public, dont ultimement découleront supposément des décisions collectives. Je peux conclure ? En 2 minutes, il est temps. Et 2 minutes 15 même. 2 minutes 15. Je ne sais plus quoi faire du coup. Alors, bon, je saute les exemples. Une précision et 3 remarques rapides qui vont toutes dans le même sens. Si cette justification est plausible, et je pense qu'elle est clairement exprimée dans certains jugements qui s'appuient sur des législations anti-discours de haine, on pourra en parler tout à l'heure, si cette justification est plausible, elle ne peut pas être interprétée comme visant à empêcher l'expression ou à empêcher la circulation de discours racistes, homophobes, islamophobes ou antisémites au sein de la société. Une tâche absolument impossible. Elle peut seulement être interprétée comme visant à mettre la force expressive du droit qu'utilise l'État, au service de la réaffirmation de l'égalité de statut des citoyens. Lorsque l'ex-candidate FN, qui a présenté Christiane Taubira comme un singe, est punie sévèrement, on ne cherche pas à faire disparaître ce discours ou ces images, qui de toute façon ne peuvent pas simplement être éliminées, en particulier du fait des nouveaux médias, mais par contre, l'État réaffirme, comme un principe essentiel, son attachement à la reconnaissance du statut égal de tous les citoyens. Autrement dit, la sanction ici a avant tout une fonction expressive. C'est ce qui me paraît permettre de mettre à l'écart, ou en tout cas de rejeter, la tentation très grande, très séduisante, de la simple défense permissive absolue. On ne doit pas toucher à la liberté d'expression, bon, sauf pour la diffamation, etc. Mais attention, et je finis sur ce point. Dire cela, ce n'est pas justifier ou sanctionner une approche cédant à l'autre versant de l'absolutisme, une approche autorisant une approche justifiant l'interdiction systématique de tous les discours de haine dans tous les contextes, pour différentes raisons qui sont relativement évidentes. La première, c'est que ce qui menace ou non la réputation sociale d'un groupe au sein d'une société, la reconnaissance collective du statut d'égaux des membres de ce groupe, est directement liée à l'histoire de cette société. La situation n'est pas la même en France après la Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs, aux États-Unis après l'esclavage ou au Rwanda après le génocide. C'est seulement par rapport au contexte socio-historique de la société que l'on peut
évaluer si des actes expressifs peuvent vraiment menacer la reconnaissance du statut social d'un individu. Un acte expressif ne suffit pas. C'est seulement en tant qu'il contribue à une tendance qu'il peut contribuer à saper le fondement de la réputation sociale. Ce qui va rendre très difficile le choix de mesures juridiques, bien évidemment. Deuxièmement, le contexte apparaît à un second niveau, puisque le juge, lorsqu'il reçoit une plainte motivée par les dispositions visant les discours de haine, doit établir si la menace sur la réputation sociale du groupe en question, représenté par des associations, très souvent, est réelle. Le juge, lorsqu'il reçoit une plainte de la Griffe contre le racisme anti-blanc et anti-chrétien véhiculé par certains discours venant de citoyens français musulmans en France, comme c'est très souvent le cas, doit décider si oui ou non les actes visés participent réellement, au sein de cette société, dans le contexte qui lui est propre, à la dégradation de la réputation sociale des individus visés. Alors, si on dit cela, on comprend comment, très simplement, les dispositifs visant les discours de haine peuvent être instrumentalisés. Le droit doit traiter également tous les citoyens. Or, tous les citoyens ne sont pas menacés également par la remise en cause de leur égalité de statut. Le juge, donc, se trouve à appliquer une loi qui vaut pour tous les citoyens, mais on lui demande forcément, dans cette justification, d'apprécier le fait qu'un même acte expressif ne menace pas également un citoyen chrétien, un citoyen juif, ou un citoyen chrétien, un citoyen musulman, et ainsi de suite. Un Français de souche, entre guillemets, et un Français d'origine rome. Alors, cette importance du contexte suffit en fait à éliminer également la posture prohibitionniste absolutiste. L'idée qu'il suffirait d'émettre, d'identifier la liste des caractéristiques des discours qui incitent effectivement à la violence et à la discrimination vis-à-vis de ces catégories, et qui en tant que telles sapent les fondements de leur réputation sociale, pour déduire l'arsenal juridique valable en toutes circonstances. Mais il y a évidemment une dernière considération dont je n'ai pas parlé, qui est que si on interprète ces dispositions juridiques comme ayant avant tout une fonction expressive, on doit aussi considérer leurs autres effets secondaires et leurs éventuels effets contre-productifs. Le fait de renforcer un groupe, minoritaire ou majoritaire, dans l'idée, peut-être fausse, qu'il est persécuté. Le fait d'attirer l'attention, paradoxalement, sur des discours qui restaient minoritaires, et donc, en réaffirmant la réprobation publique vis-à-vis de ces discours qui nient l'égalité de statut, de leur attirer en même temps un nouveau succès, une nouvelle célébrité auprès de certains groupes, de certaines strates de la société. Donc rien de tout ce que je viens de dire, et je termine là-dessus, ne nous explique que ce qu'il est prudent de faire dans un contexte déterminé, même dans un contexte où les fondements de la réputation sociale de certains de ces groupes sont menacés, rien de tout cela ne nous indique que ce qu'il est prudent de faire, c'est nécessairement d'interdire ces discours. Ça relève d'un jugement prudentiel qui est un jugement politique. J'arrêterai là-dessus. Très en retard.